plus, à ce moment-là, Luffy est né, wesh. Ça, on n'a pas vu, hein. C'est vrai que les gens espéraient voir la naissance de Luffy via Dragon, mais non, c'était pas possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans le flashback de Kuma. Bon, ça, c'est logique, mais que Dragon, quand il a fait Luffy, il devait pas être avec Kuma, tu vois. Il devait être tout seul, il a dû prendre, je sais pas, moi, 2-3 jours de vacances, et il s'est barré, tu vois. Il a pas fait ça avec tout son équipage, tu vois. Donc forcément, Kuma n'a pas vu sûrement la mère de Luffy. Peut-être il l'a vu, peut-être il l'a pas vu, je sais pas. Mais Oda, de toute façon, a décidé de ne pas nous montrer ce genre de détails. Donc ça m'étonne pas et ça me dérange pas. On verra ça de toute façon au fur et à mesure de l'avancée de l'œuvre. Donc déjà, premièrement, pendant qu'on regardait ce chapitre, on a quand même pas mal analysé, je pense, hein. Franchement, on a fait quand même le taf pendant le chapitre, mais on va essayer de faire un petit récapitulatif. Donc déjà, les points, les gros points positifs, les points à noter, les informations à noter réellement. Donc c'est déjà que Ginny, le fait que Ginny soit la mère de Bonnie et qu'elle soit la femme de Kuma commence énormément à être pris en compte. On peut quasiment être sûr que c'est bel et bien la mère de Kuma et que ce n'est pas la mère de Luffy. Ou je sais plus ce que j'ai entendu comme, euh, comme information, mais c'est pas impossible. Ça reste pas impossible, mais là, ça commence vraiment à devenir difficilement possible de penser que la mère enfin, plutôt que Ginny peut être la mère de quelqu'un d'autre. Point barre. Ensuite, ça c'est la première information. Deuxième information à noter, donc en dernière page, c'est que donc Ginny a été capturée par un homme avec une cape. Cape, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça va être? Ça peut être des Tenryubito, je dirais même des chevaliers divins, ça m'étonnerait pas, sachant que ils se rappellent d'eux quand ils étaient à God Valley, donc ça, en plus ils étaient esclaves, donc ça veut dire qu'ils les connaissaient réellement, tu vois, ils les connaissaient, ils les faisaient taffer et tout. Donc ça m'étonnerait pas que les chevaliers divins puissent être impliqués là-dedans, même si c'est pas forcément la théorie la plus possible. Il y a plein d'autres théories auxquelles on peut penser, mais un ennemi inattendu. À un moment, je pensais que c'était soit un amiral ou soit le GM, ouais, gouvernement mondial. Je vois pas qui d'autre, un grand corsaire peut-être. Je sais pas trop, je sais pas trop quoi en penser, mais on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un ennemi qui a réussi à capturer Ginny et qu'on s'approche dangereusement de la mort de Ginny. Donc, comme je vous ai dit, c'est le premier chapitre du tome. C'est-à-dire que là, on va avoir sûrement une dizaine de chapitres dans le tome. Et la mort de Ginny devrait arriver, à mon sens, avant le chapitre 1100. Parce que le chapitre 1100, Oda nous prépare une masterclass. Il adore les chiffres ronds. Et 1100, il reste plus beaucoup de chapitres euh, par centaine, tu vois. Là, on a le 1100, peut-être 1200, 1300, peut-être 1500 au max, hein. Moi, je pense que le dernier chapitre sera peut-être le chapitre 1500, mais je suis pas sûr. Parce que sortir 100 chapitres, c'est plusieurs années, hein. Donc, même si on continue One Piece jusqu'en 2026, comme c'était initialement prévu, entre guillemets, je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça va le faire, tu vois. Même pas, je crois que c'était 2026, c'était 2026, je crois. Je crois qu'il avait dit 2025-2026, la fin de One Piece, l'objectif, tu vois. Après, je sais qu'il va pas tenir, enfin, j'espère qu'il va pas tenir ses objectifs. Et 2027, si je me trompe pas, ce sera les 30 ans de One Piece. Et 2030, ouais, pour moi, ce sera soit en 2027, soit 2030 pour la fin de One Piece. Et je redoute ce jour-là, j'espère que ça va pas arriver rapidement. Donc pour parler des informations transmises dans le chapitre, on a vu, donc on a les dates, c'est-à-dire qu'on a les dates de création de l'armée révolutionnaire, on a les premiers membres de l'armée révolutionnaire, on a un mec masqué qui pourrait être Karasu, on a un mec un peu large avec des rayures qui pourrait être j'allais dire Berthold, mais c'est pas ça, c'est pas dans le même manga, je crois. Celui là qui met une mini-jupe là et qui est balèze là, qui peut nager dans la terre, enfin qui peut plonger, enfin non, c'est pas qu'il plonge, c'est qu'il peut juste manipuler la terre, on va dire ça comme ça. Donc on a aussi une femme avec un chapeau qui ressemble étrangement au chapeau de Sabo,
qui est là, et on a beaucoup d'autres personnes, hein, un mec avec un chapeau melon, et d'autres personnes. Je peux vous les mettre vite fait si vous voulez, comme ça vous avez une image devant les yeux. Mais toutes ces informations, je pense qu'elles sont pas là pour rien. Tu vois. Là, ça, on dirait vraiment un croquis, c'est-à-dire que Oda, il place ses personnages, et on verra plus tard qu'ils auront peut-être un intérêt réel. Surtout, regardez son chapeau qui ressemble étrangement au chapeau de Shiryu. Je sais pas s'il va y avoir un rapport. Je fais que énoncer ce que je vois, hein. Et donc la femme qui pourrait être Lilibet, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a bête dedans, un truc comme ça. La personne forte avec sa mini-jupe là. Le Sanji, Sanji chapeau melon MDR. Et, euh, bah, une personne avec une moustache. Donc c'est des personnes qui doivent venir de plein de contrées différentes, euh, qu'ils ont, euh, qu'ils ont libérées sur le chemin. Donc on a bien Ivankov et Kuma comme étant pour moi les deux généraux les plus puissants de l'armée de Dragon pour l'instant. Actuellement, pour moi, il n'y a pas photo, hein. On verra bien après, mais pour moi, il n'y a pas photo. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse, on va parler un petit peu de la temporalité. Donc on commence le chapitre, si je ne me trompe pas, c'était il y a 30 ans, donc 8 ans après les événements de God Valley. Donc ils ont vécu 8 ans. Je vais regarder quand même. Ginny, elle a 21 ans. Et Ginny est plus vieille en plus, hein. Alors, elle a donc 4 ans de plus que Kuma. Et donc il y a 30 ans. Donc c'est bel et bien 8 ans après les événements de God Valley. Donc une fois qu'ils ont God Valley, enfin qu'ils ont fui God Valley, Ivankov a eu le temps de zoner avec Dragon, ou peut-être pas que Dragon, mais il a eu le temps de faire son petit voyage pendant 8 ans. Et il a sûrement pendant ces 8 ans rencontré Dragon, donc on ne sait pas combien de temps. Ensuite, on a appris aussi que Kuma reprenait la douleur des gens. Et on comprend maintenant énormément pourquoi il a donné la douleur de Luffy à Zoro. Parce qu'en fait, pendant l'arc, c'était totalement cohérent que Kuma, Shishibukai prennent la douleur de Luffy et la donnent à Zoro. Tu vois. En vrai, Kuma, c'était pas encore un allié. Après, on a petit à petit compris à quel point Kuma était gentil. Même ces derniers chapitres, on a vu à quel point c'était une crème. Faire du mal à des gens, c'est absolument pas dans sa nature. Vraiment pas du tout. Même si c'est possible qu'ils se battent, qu'ils combattent, ils combattent juste toujours pour une raison. C'est-à-dire soit pour la liberté, soit pour défendre un peuple, soit pour quelque chose. Ils combattent pas comme ça à la légère, juste histoire de combattre ou pour le plaisir, etc. Kuma, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment le voir comme un prêtre, comme un prêtre qui prend les armes juste pour se défendre. Tu vois, c'est vraiment ça. Se défendre ou défendre les autres. Donc, quand on prenait ces éléments-là et qu'on mettait en parallèle le fait qu'il ait donné la bulle de douleur à Zoro, on se demandait pourquoi il a fait ça et qu'il n'a pas juste jeté la douleur sur quelque chose d'autre, quoi. Je sais pas, moi, juste jeté comme ça dans la mer, par exemple, tu vois. Et en fait, on a compris rapidement qu'il y avait une raison valable. Donc, on commence à avoir des prémices de la nature du pouvoir de Kuma. Donc, on commence à connaître l'étendue du pouvoir, comment il marche. Et du coup, il y a le parallèle que j'ai fait avec sa bulle de souvenir qui va devoir être étudiée correctement, les gars. Gardez ça en tête, la bulle de souvenir de Kuma. Je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos. Mais il y a une potentielle il y a une, ouais, une potentielle chance qu'il arrive. Pour moi, il devait arriver à Egghead et récupérer ses souvenirs. Je pense que c'était pour ça que Vegapunk lui a demandé est-ce que tu peux retirer tes souvenirs pour les mettre dans une bulle et les entreposer dans le bureau. C'est que pour qu'un jour il puisse récupérer ses souvenirs et redevenir, entre guillemets, le Kuma qu'on connaissait à l'époque. Donc j'espérais que ce soit vrai. Et quand je vois le chapitre actuel avec la bulle de douleur, c'est-à-dire que une bulle de douleur, si la bulle de souvenir marche exactement comme la bulle de douleur, ces souvenirs auraient déjà dû, pardon, revenir à son propriétaire. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que Kuma soit définitivement mort et qu'on puisse plus jamais le revoir, et du coup que la bulle de souvenir n'est pas de propriétaire, enfin n'est plus
endroit, enfin il y a plus de possibilités pour qu'elle revienne quelque part vu que l'endroit où elle doit revenir n'existe plus. Ça c'est la première possibilité, comme je dis celle que j'aime le moins. Et la deuxième possibilité c'est que Vegapunk a créé une machine pour retarder, voire annuler, enfin, conserver à un endroit précis, soit la douleur, soit la... On a vu que la bulle de souvenir, elle n'était pas juste posée dans une pièce, tu vois. On a vu qu'il y avait des machines, etc. autour. Donc, est-ce que c'est des machines magnétiques qui permettent de, de- d'emprisonner ou de garder dans un champ magnétique cette bulle de douleur? Je pense qu'il y a moyen qu'elle soit pas là juste pour rien. Et si je peux, je vais regarder vite fait si on peut voir l'image, histoire qu'on ait un avis peut-être un peu plus réel, j'ai envie de dire, impartial, je sais pas comment je pourrais dire. Et Ginny, enfin pas Ginny, mais Bonnie, on la voit rentrer dedans. Voilà, là on voit parfaitement. C'est exactement l'image que je voulais voir. Je vais essayer de vous la mettre en grand. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, ça peut être des trucs pour analyser. Donc, ça peut être une espèce de machine qui permette avec Avunk d'analyser, de faire des données, etc. Mais ça peut être aussi une machine qui permet de retenir cette bulle à un endroit précis. Donc là, on voit clairement qu'au-dessus, il y a une espèce de rayon laser pour pouvoir intégrer quelque chose dedans, ou tirer, ou absorber, j'en sais rien. Et en dessous, on a l'espèce de... On dirait le téléporteur pour les gars qui connaissent, qui jouent au mode zombie dans Call of. On dirait le téléporteur. Et du coup, là, je pense que pour moi, les deux parties servent à conserver la bulle de souvenir de Kuma à un endroit précis. Et je pense qu'il y a moyen, et je l'espère, de toute façon, je préfère dire comme ça, je l'espère. J'espère sincèrement que Kuma va revenir parmi nous pour pouvoir discuter, pour pouvoir voir. On sait qu'il a perdu beaucoup, il a perdu la moitié de sa tête. Il a perdu une jambe, il est carrément KO. J'espère que Vegapunk va pouvoir le retaper un petit peu. Franchement, ça m'étonnerait même pas qu'on lui propose de venir dans l'équipage de Luffy au moins un petit moment, tu vois. Après les événements de Egghead, il récupère Kuma. Vegapunk s'enfuit vers Elbaf pour pouvoir en même temps le réparer, etc. etc. Et ou Kuma reste, ouais, j'avoue que ça se peut, parce que Kuma. Ouais, mais après, il peut se déplacer tout seul. Donc il a juste à se toucher pour se déplacer tout seul. Donc peut-être il va envoyer valser tout l'équipage, tout le bateau avec son pouvoir, et qu'en plus de ça, il va s'envoyer valser lui-même pour pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre et partir sur Elbaf pour que... J'espère qu'il va pas faire le sacrifice ultime pour sauver sa fille. Je trouve ça dommage qu'un personnage aussi bien construit meurt comme ça. En fait, je suis pareil qu'Oda. Moi, au niveau des morts, je suis vraiment pareil qu'Oda. Ça me dérange absolument pas qu'il n'y ait pas beaucoup de morts dans le manga. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a énormément dans les flashbacks. Il n'y a que ça. Des morts, t'en as à l'appel. Par contre, dans le monde présent, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'en suis ravi. Euh, En plus, il y a une raison pour laquelle il veut pas faire mourir les personnages. C'est pas pour ça, c'est pour qu'ils reviennent à la fin du manga. Parce qu'il y aura le Battle Royale, il y aura la guerre finale, la guerre mondiale qui va faire en sorte de rassembler le monde entier en un seul point. Et je suis ultra hype et impatient de voir comment va se passer tout ça. J'espère sincèrement que on va voir Kuma, on va voir toutes les personnes qu'on a vues, c'est-à-dire plus les pays et tout, parce que tout ce qui est Dragon, tout ça, on sait déjà qu'ils vont être là, révolutionnaires, gouvernement mondial, tout ça, on sait qu'ils vont être là. Mais toutes les autres personnes où on n'est pas très sûr, tu vois, par exemple, je sais pas moi, la Galela Compagnie, qui se rappelle de ça, wesh. La Galela Compagnie qui reviennent, qui est toutes les personnes des îles, comme les personnes d'Alabasta, les personnes de Dressrosa, les personnes, je sais pas moi, même Papy Tête de Marron, là, comment il s'appelle, Mont Blanc Cricket, qui est tout ça. Moi, ça m'éclaterait de savoir que toutes ces personnes sont là pour voir la fin du manga. Donc, pas forcément pour combattre, même s'il y a un potentiel qu'ils viennent pour combattre, mais au moins qu'ils viennent à la fin du manga, et ça m'étonnerait même pas. Je pense que Oda prépare sa scène finale depuis des années, voire des mois. Donc, je vous remets la musique parce que la musique a été coupée. Donc, voilà. Ensuite. On a parlé de la bulle de souvenir, on a même réussi à bifurquer sur la fin du manga. Et du coup, ouais, le fait qu'il absorbe la douleur et tout, c'est triste quand même. Plus Ginny qui est là tous les week-ends, qui doit se taper ça là, horrible.
Horrible. On a parlé aussi des deux personnes qui font partie de l'équipage de Bonnie et qui sont les deux personnes qui étaient tout le temps avec Kuma et avec Ginny. Donc j'espère d'ailleurs que ces personnes-là vont jamais rencontrer Kuma parce que Kuma, le fait qu'ils les reconnaissent pas, ce serait terrifiant. Même le fait que Ginny elle soit encore en vie et que Kuma la reconnaisse pas, je pense que ce serait la pire chose qui pourrait arriver à Ginny. Mais vraiment la pire chose. Attendez 2 secondes, voilà. Ensuite, on a parlé donc de la géographie et de la géopolitique du royaume de Sorbet. On a vu la timeline temporaire de Dragon, etc. On n'a pas beaucoup d'informations. Hein. Dragon, on l'a vu, on l'a que croisé à chaque fois. Et du coup, Dragon, il avait son tatouage 14 ans avant les événements actuels. Mais il n'avait pas son tatouage. C'était combien 20 ans, je crois. Il n'avait pas son tatouage. Ouais, c'était à peu près entre 20 et 22 ans. Parce qu'il y a 8 années qui séparent les deux scènes. Donc, 8 années. Ouais, c'est ça. Donc, c'est moins 8. Donc, tu mets 14 plus 8. Ça fait donc 22. Donc, c'était à 22 ans. Donc, entre il y a 22 ans et entre 14 ans, Dragon s'est fait son tatouage. Et en plus, à ce moment-là, Luffy est né, wesh. Ça, on n'a pas vu, hein. C'est vrai que les gens espéraient voir la naissance de Luffy via Dragon, mais non, c'était pas possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans le flashback de Kuma. Bon, ça, c'est logique, mais que Dragon, quand il a fait Luffy, il devait pas être avec Kuma, tu vois. Il devait être tout seul, il a dû prendre, je sais pas, moi, 2-3 jours de vacances, et il s'est barré, tu vois. Il a pas fait ça avec tout son équipage, tu vois. Donc forcément, Kuma n'a pas vu sûrement la mère de Luffy. Peut-être il l'a vu, peut-être il l'a pas vu, je sais pas. Mais Oda, de toute façon, a décidé de ne pas nous montrer ce genre de détails. Donc ça m'étonne pas et ça me dérange pas. On verra ça de toute façon au fur et à mesure de l'avancée de l'œuvre. Mais pour l'instant, voilà toutes les infos qu'on a pu voir dans le chapitre. Et oui, la page de couverture légendaire qui nous confirme énormément de choses. Même si quelques secondes après, on avait la confirmation aussi de ces éléments-là, on a vu donc l'équipage le futur équipage de Bonnie, on a vu donc l'équipage de Dragon au niveau de la Libération, l'équipage des Révolutionnaires, on a vu quelques personnages qu'on connaît pas encore, mais qui arrivent, petit à petit dans le manga. Et content de voir que le roi de Sorbet a été défait entre guillemets. Et on n'a pas plus de révélations que ça par rapport au fait que Kuma se fait appeler Kuma le tyran. Donc peut-être que c'est la marine qui va faire ça. Mais actuellement, pas d'infos sur ça. Donc là, on est, comme je vous ai dit, chapitre 1097. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, il n'y aura pas de pause. Donc chapitre 1098 la semaine prochaine. Et déjà, c'est déjà pas mal. Hein. On s'approche dangereusement du chapitre 1100. Il reste que 3 chapitres avant. Enfin, il reste 3 chapitres et il y aura le 1100, quoi. Donc franchement, très bon chapitre. Hein. Si je devais donner mon avis... Comme ça, mon avis à chaud, je trouve que c'est un très très bon chapitre de transition. Je sais pas si je peux dire transition vu que c'est le début de... On peut dire début de tome, hein. On peut dire un très bon chapitre de début de tome qui nous introduit en fait dans les flashbacks de Kuma plus intensément. C'est-à-dire que le dernier tome, on était plus dans les Rocks, dans Saturne, dans le combat Egghead, etc. Et là, on rentre sérieusement dans... le passé de Kuma. C'est-à-dire que là, on a quand même... d'ailleurs, je pense qu'il va pas durer très longtemps, le passé de Kuma. Hein. Là, on a déjà... on a 17 pages, je sais même pas. On a 17 pages sur le passé de Kuma. Et... j'ai pas le numéro des pages. Du coup, je pourrais pas vous dire. Mais... parce qu'en plus, on avait vu dans les spoils que le chapitre était moins grand qu'habituellement et j'ai pas trouvé. Peut-être moins grand en termes de pages, mais en termes d'informations,
Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé en termes d'information. Tout était là. Tout. En plus, Jenny qui écoute encore de la musique comme Garp. Aïe aïe aïe, il y a Oda, il aime bien faire ce genre de choses. Oui, cher DB, comment tu vas, la forme? Bah écoute, tout va bien, hein, rien de nouveau. Comme tu peux voir, on analyse le dernier chapitre de One Piece. Donc on profite de cette masterclass, hein. Franchement, c'est lourd. Je mettrai un petit 7, ouais. Ouais, il mérite un 7. Il mérite un 7. Les informations données, on voit Dragon, il y a quand même pas mal d'informations, j'aime bien.